Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple, de développement personnel, sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons parler sexualité et pour ça, nous recevons Philippe Penner. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Philippe, tu es pasteur. Pasteur, sexualité, encore une fois, c'est étonnant. Mais en fait, tu es spécifiquement pasteur dédié aux jeunes. Et surtout, tu as écrit ce livre, 101 questions que se posent les jeunes sur la sexualité, le couple et l'amour. Tu ne l'as pas écrit tout seul, tu es co-auteur. Oui, co-auteur de cet ouvrage. D'une dizaine de personnes, on s'est entouré de professionnels en fait pour évoquer le thème de la sexualité, mais qui est en fait très très vaste et qui touche à différentes dimensions, d'où le fait de faire appel à des pasteurs, des théologiens, mais aussi des médecins généralistes, psychologues, psychiatres, et des gens qui travaillent tout simplement avec des jeunes, presque au quotidien, j'ai envie de dire. Donc, vous n'irez pas par quatre chemins dans ce livre. On va commencer fort, puisque le titre de cette émission, aujourd'hui, on va distinguer entre baiser ou faire l'amour. Ouais. Un titre un peu provocateur. Pourquoi ? Alors, un titre un peu provocateur parce que c'est des termes qu'on entend énormément, en fait, quand on parle de rapports sexuels. Et particulièrement avec les jeunes, d'accord ? Alors, il y a le faire l'amour et puis il y a le baiser. Alors, j'oppose un peu ces deux termes-là parce que pour moi, ils sont très symptomatiques en fait de l'attitude, de ma motivation profonde, en fin de compte. Et c'est ça qui va être très intéressant quand on parle de sexualité, c'est de savoir est-ce que ma relation amoureuse, sexuelle que je suis en train de construire, c'est pour me faire du bien, baiser, ou est-ce que c'est pour construire une relation avec quelqu'un, faire l'amour. Tu vois, par exemple, le faire l'amour, ce que je trouve très très beau, c'est l'idée de fabriquer de l'amour. Hein, si je le décortique un tout petit peu. Fabriquer de l'amour, c'est que ça prend du temps, il faut se poser. Il y a un très célèbre ouvrage, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui évoque ça sous un autre terme qui est le quickie et le fait maison. Hein, l'idée du quickie, c'est hop, allez vite fait, voilà, on se fait plaisir, tac tac. Et puis le fait maison, c'est prendre le temps de construire quelque chose. Voilà, faire l'amour pour moi, c'est ça, prendre le temps de construire une relation amoureuse. Et cette relation amoureuse, elle se construit bien avant l'acte sexuel quelque part. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Mais alors, on comprend bien baiser, toute la connotation derrière, faire l'amour aussi. Mais de manière objective, qu'est-ce qu'un acte sexuel ? Ça, c'est très intéressant d'abord de poser cette question-là de l'acte sexuel. Parce que quand on le pose à des jeunes, l'acte sexuel, c'est évident. OK, quand on leur dit attends, définis-moi l'acte sexuel. C'est intéressant parce que la définition que la plupart des gens font de l'acte sexuel, c'est l'acte de pénétration. Voilà. Pour eux, s'il n'y a pas eu acte de pénétration, c'était pas un rapport sexuel. Et c'est intéressant parce que dans le livre qu'on a écrit, en fait, c'est une grande enquête qu'on a réalisée auprès des jeunes de 16 à 35 ans, et on pose deux questions assez similaires. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels, ou est-ce que tu as déjà eu des pratiques sexuelles, des gestes sexuels ? Et en fait, ils distinguent les deux. Pour eux, par exemple, alors je vais être un peu cru, pardon, mais un acte de fellation, de masturbation, c'est pas faire l'amour quelque part. Alors qu'en fait, c'est intéressant parce que voilà, leur définition, c'est dire acte de pénétration. Voilà, tant qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc quelque part, et ça c'est la même problématique dans notre société, de définir ce que c'est qu'un acte sexuel. Je suis pasteur, donc je vais quand même le glisser maintenant. C'est intéressant parce que dans la Bible, Jésus, par exemple, évoque la base de nos intentions comme étant déjà un acte réalisé. Le fait de penser. Le fait déjà d'imaginer quelque chose, c'est déjà le... finalement, tu l'as déjà fait. Donc, par exemple, il en parle dans la dimension de la convoitise. Convoiter quelqu'un, c'est pas juste parce que tu as couché avec cette personne qui, entre guillemets, ne t'appartenait pas, qui était mariée à quelqu'un d'autre. Jésus dit, à partir du moment où je la regarde, cette personne-là, et que je suis déjà en train de construire un truc avec elle, et en fait, c'est déjà consommé quelque part. C'est-à-dire que j'ai déjà, alors le terme religieux, j'ai déjà péché, mais en fait, ça c'est intéressant, cette définition-là de Jésus, alors d'un autre siècle, on pourrait dire d'un autre millénaire, parce que je trouve que cette définition-là, elle est intéressante. C'est-à-dire que mon intention, là, elle est déjà présente. Et il n'y a pas besoin d'avoir concrétisé quelque chose pour, en fin de compte, l'avoir déjà vécu. Et pour moi, l'acte sexuel, il commence bien en amont, de deux manières, positive et négative, bien avant cet acte de pénétration.
Alors, tu parles de Jésus, de la Bible. Alors, je vais saisir la perche et aborder on ne va pas s'étendre là-dessus, mais on va en parler quand même. Je fais une petite parenthèse. Dans le monde religieux, on le sait, c'est pas bien de faire l'amour avant le mariage. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Comment se positionner par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs facettes par rapport à ça. Tu es pasteur, donc ce n'est pas forcément très objectif. Si, alors j'essaye dans mon travail justement d'être très objectif. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour défendre une position. Je suis là pour essayer de comprendre des enjeux beaucoup plus complexes. Parce que dans cette enquête, quand tu poses la question à des jeunes chrétiens, savoir s'ils ont déjà eu un rapport sexuel alors qu'ils ne sont pas mariés, on est dans un tabou, d'accord? En fait, il y en a plus de 60% qui reconnaissent « j'ai déjà couché avant le mariage ». D'accord? Donc, en fin de compte, tu vois, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a quelque part ce que les églises, quelles qu'elles soient, quel que soit le clocher, qui enseignent, et puis il y a la réalité. Et moi, c'est ça qui est chouette avec les jeunes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, OK, voilà la pratique des jeunes, maintenant, comment, pas on concilie les deux, mais comment on fait face à ce défi, parfois ces paradoxes, ces oppositions tellement grandes. Donc, pour moi, ce qui va être intéressant, c'est de chercher quelque part, pas le c'est bien ou c'est pas bien, je suis jamais là-dedans, mais d'essayer d'amener à une réflexion sur, encore une fois, cette question de l'acte sexuel. Et pourquoi l'Église, elle professe en disant, voilà, il ne faut pas avoir d'enfants avant le mariage. Parfois, historiquement, particulièrement au Moyen-Âge, c'était politique. C'est-à-dire que c'était une manière de tenir les gens. C'est-à-dire que le mariage, il se passe que devant le curé. Rien à voir avec les catholiques, mais c'était la religion quand même dominante en Europe. C'est le curé verrouille le mariage. D'ailleurs, l'état civil était tenu par le curé. Et non, il n'y avait pas de maire, ni le seigneur, mais c'était seigneur dans son château, pas dans le ciel. Ouais. C'est lui qui tenait quelque part ça. Et donc, il y avait vraiment un truc politique, dont je pense on est en partie un peu héritier encore aujourd'hui. Mais maintenant, on ne va pas s'arrêter que là-dessus. Après, c'est parce que quelque part, dans les religions, il y a un autre idéal plus grand qui va de plus en plus à l'opposé de notre société, quelque part, qui était de la recherche de ce qui est vraiment important. Alors, pour faire simple, parce que je me suis perdu peut-être dans mes explications. Non, vas-y, c'est très clair. Aujourd'hui, en fait, ce qui va être intéressant, c'est la construction d'un couple. Alors, tu regardes un film à la télé, un film romantique quelque part, voilà, c'est beau, lui et elle se rencontrent, ils sont heureux, ils s'apprécient physiquement, ils ont une complicité, etc. Donc ça, quand on pose la question à des jeunes, ils savent comment on construit un couple. D'abord, on construit des relations, etc. Mais en général, bam, le sexe arrive très, très rapidement. Oui, c'est ça, c'est où se place le curseur de la sexualité dans cette histoire d'amour. Alors, d'où le baiser ou faire l'amour. J'ai envie de dire ceux qui sont dans le baiser, de se faire plaisir. Le curseur, dans la relation, arrivera très, très vite. De manière crûment, quand on va en boîte, on va chercher quelqu'un pour pécho. L'objectif, c'est de ne pas finir sa soirée tout seul. D'accord ? Si tu as fini ta soirée tout seul, je suis dans la caricature, tu me pardonneras. Soit tu finis bourré parce que tu n'as trouvé personne, soit tu finis avec quelqu'un. D'accord ? Mais là, tu n'es que dans une recherche, en fait, de plaisir. Dans une recherche égoïste, quelque part. Je me fais plaisir. Alors que le faire l'amour, c'est prendre le temps de construire quelque chose. L'image que je veux prendre avec toi, si tu es d'accord, c'est l'image d'un repas. D'accord. Un repas, en gros, composé de 3 étapes. L'entrée, le plat, le dessert. Qu'est-ce qui est important dans un repas ? Alors, au-delà des dimensions sociales, dans les aliments qu'on va prendre, les crudités, c'est l'essentiel, parce que c'est là où on trouve de l'eau, c'est là où on trouve tous les nutriments, j'ai envie de dire, très actifs, d'accord ? Et c'est ce qui permet de débuter le starter, c'est ce qui permet de débuter le repas. Ensuite, on va avoir quelque chose de plus mastoc, plus consistant, qui va remplir. Il y a moins de vitamines, en général. C'est plus des choses plus longues à digérer. D'ailleurs, on n'a pas de mal à digérer la salade verte. On a du mal à digérer le chili, les haricots, le riz. Ça, c'est plus difficile. Et on termine pas avec le chili qui pique la bouche. On a besoin d'un truc qui vient adoucir. Donc, on a besoin d'un gâteau au chocolat. Je ne sais pas si tu aimes le chocolat. Pourquoi on le fait dans cet ordre-là, le repas ? Pourquoi on ne commence pas par le gâteau au chocolat ? Et tu vois ce que je veux dire ? Le gâteau au chocolat, c'est la sexualité. Parce que si tu manges, je vais même utiliser un terme, si tu bouffes ton gâteau au chocolat au début, le problème, c'est que tu n'auras juste aucune envie de manger la salade derrière. Mais ça va. Or, tu sais que ce qui est bon pour toi, c'est pas le gâteau au chocolat, c'est la salade verte. Donc là, le dessert, c'est la récompense.
Après avoir mangé. C'est la concrétisation d'un bon repas. Si tu termines pas par quelque chose de sucré, cette touche un peu, voilà, et même visuellement, un beau dessert, c'est très joli. Il y a des couleurs très vives, alors que la salade, elle est verte. Voilà, on peut mettre éventuellement des carottes, du maïs, mais je veux dire, il y a quelque chose d'un peu plus classique. Mais en même temps, on sait que la construction d'un couple, elle est essentielle de la construire dans ces étapes-là. On commence par les choses qui sont nourrissantes. Les choses nourrissantes, la salade, c'est quoi? C'est connaître une personne avant, discuter avec elle. Faire l'amour, en fait, pour moi, commence là. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu es déjà en train de construire quelque chose petit à petit. J'exagère en disant que tu commences déjà à faire l'amour, mais tu commences à construire quelque chose avec quelqu'un. Et puis à un moment donné, c'est bien cette construction, mais tu as besoin de quelque chose d'un peu plus solide. Donc tu passes au plat de résistance. C'est-à-dire là, tu commences à faire vraiment des projets ensemble. Et là, on vient asseoir quelque chose de plus solide. Et l'acte sexuel, il vient terminer ce repas-là. Il n'intervient pas avant, en fait. Parce que si tu manges ton gâteau au chocolat au début du repas, tout le reste est fade. Si tu goûtes à la sexualité avant d'avoir construit une vraie relation avec quelqu'un, en fait, ta construction de relation, elle est essentiellement basée sur le sexe. Excusez-moi du terme, pardonnerez ceux qui écoutent, sur un partenaire de baise, pour revenir sur ce terme de baiser, sur un partenaire juste pour assouvir mon désir, mon propre plaisir. Or, c'est pas le but de la sexualité. Le but de la sexualité, c'est la concrétisation d'un amour qui a déjà été construit pendant un long processus, tu vois. Et c'est ça, en fait, cet enjeu que défend les valeurs religieuses, des fois, même s'il y a des fois des penchants, c'est vraiment l'idée de mettre en avant ce qui est vraiment important, c'est-à-dire une relation. D'accord. C'est beau. Voilà. Donc ça, c'est la position plus ou moins des religieux, on va dire religieux. Ils ne le disent pas souvent comme ça. C'est souvent plus l'aspect réglementaire, tu vois, dans les religions. C'est faut pas. Ouais. Voilà. Et si tu le fais, bam, il y a une explication. Mais il y a une explication profonde, tu vois. Je ne suis pas en train de défendre ce modèle-là. Je défends. Non, mais voilà. Il y a ce côté qui existe, cette vision des choses. Elle est ce qu'elle est. On est partisan, on n'est pas partisan, mais c'est ça. De l'autre côté, je vais dans une autre caricature, dans un autre sens. Il y a les jeunes qui aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, je vais pécho. Pas très élégant. Non. Ni pour la jeune fille qui va être pécho, ni pour le jeune homme qui va être pécho. Ouais. Mais c'est une autre manière de voir les choses. Tu disais cette manière de vouloir baiser pour pouvoir prendre son plaisir. Ça existe aussi. Pour moi, il y a une notion de... Voilà, il n'y a pas beaucoup de respect pour la personne qui est en face. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes? Parce que d'un côté, on a les religieux qui disent qu'il ne faut pas faire l'amour avant le mariage. Et on sait qu'il y a beaucoup de réfractaires, des gens qui sont tout à fait contre. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes-là aussi qui sont dans l'extrême inverse? Je vais te prendre une parole biblique. Traite les autres, c'est la règle d'or. Traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent. C'est biblique, mais c'est-à-dire que, mais là, pour moi, c'est universel, en fait. Si tu choisifies la personne en face de toi, si pour toi, c'est juste un objet sexuel, une plastique qui va te permettre d'obtenir un plaisir, tu peux être traité de la même manière. Et personne n'a envie d'être traité comme une chose, en fait. Bien sûr. Et c'est clair que quand je vais parler je vais pécho, l'autre, c'est pas une personne. Elle est déshumanisée quelque part, tu vois. C'est juste, en fait, n'ouvre pas la bouche. Ce qui m'intéresse, c'est juste ton corps, tu vois, et de ce que je pourrais obtenir de ton corps. Mais quand tu dis ça comme ça, c'est terrible, en fait. Tu vois, pour l'autre, mais est-ce qu'on accepterait ça sur nous? Et à la fin, quand l'acte il a été consommé au sens de bouffer, je reviens sur ce terme-là, sur cette image-là, il te reste quoi? Je prends une métaphore du repas, si certains sont en train de manger. Pour moi, c'est comme manger dans un bon restaurant gastronomique ou manger à McDo. Pardon, manger dans un fast-food, d'accord? Quand tu manges dans un fast-food, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est de manger vite, rapidement. Alors, ça a du goût, hein. On va pas se mentir, c'est bon. Par contre, 1h30 après, tu as faim. Parce que tu as rempli avec beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de sel. Et tu as eu le sentiment d'être satisfait. En fait, tu es insatisfait. Et dans le schéma lié à la sexualité, qu'est-ce que tu as envie de faire? Vite le lendemain où je vais de nouveau pécho. Parce que j'ai besoin de consommer. Et là, on rentre dans un cycle, en fait, sans s'en rendre compte, qui est même destructeur pour nous. Alors, destructeur pour les autres, parce que les autres ne sont que des objets. Mais en plus, pour nous, parce qu'en fait, on se fait du mal à soi. Et manger du fast-food tous les jours,
3 fois par jour, on se fait du mal. Ça, j'ai pas besoin de le démontrer normalement. Alors, c'est peut-être une question un peu piège, mais d'un côté, il y a l'Église, je caricature l'Église, et il y a le pécho. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux qui pourrait signer l'accord de paix entre les deux? Il est là en fait, il est là tout le chantier à construire. C'est-à-dire que entre eux, peut-être parfois les institutions religieuses qui peuvent être très intransigeantes. Voilà la règle, tu l'appliques, sinon, entre guillemets, tu dégages, ou voilà les conséquences. Et puis, je fais ce que je veux comme je veux. Il y a tout un panel à construire entre ces deux univers-là. Et c'est tout le défi aujourd'hui, particulièrement dans ce que j'appelle la pastorale des jeunes, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes. Pas pour réconcilier à tout prix, mais trouver un chemin qui soit le plus harmonieux pour tout le monde, quelque part. Alors, pas besoin de défendre une institution religieuse, mais de comprendre cette tension qui peut exister entre ces deux univers. Oui, et surtout peut-être de comprendre les conséquences de chacune des positions. Ça. Tu vois, parfois, alors avec mon épouse, on a accompagné pas mal de couples au mariage, et parfois, je leur ai jamais posé la question, est-ce que vous avez couché avant le mariage? Parce qu'en soi, ça ne m'intéressait pas. Mais parfois, quand on les accompagnait, eux, ils se sentaient coupables de dire, bon, faut qu'on te dise un truc, vous vivez sous le même toit, je me dis bien, vous n'avez pas chacun vos chambres, etc. Je leur dis, mais à chaque fois, si tu veux, pour moi, la démarche, c'était de dire, ok, vous savez quelque part ce que l'institution religieuse enseigne. Maintenant, est-ce que vous savez vraiment le pourquoi? Et c'est intéressant parce que quand on présente les vraies motivations, purée mince, mais oui. Et pourquoi en fait? Parce que nous, on voyait un interdit. Alors que c'est pas un interdit, c'est un super conseil. Mais c'est ça donne envie quand de la manière dont tu l'as expliqué. Voilà, ce bon sens de comment je mange. Pour avoir une belle relation, quelque chose de solide. Je pense que la plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent, une relation solide qui va tenir dans le temps. Si on peut avoir des clés comme ça, où on se dit, ce conseil que donne, c'est pas l'Église en soi, mais peut-être la Bible ou d'autres livres religieux, mais c'est pour nous aider, en fait. C'est exactement ça, sauf ceux qui sont encore dans le truc de baiser, c'est-à-dire de vivre une immaturité de « je suis là juste pour me faire plaisir ». Mais à un moment donné, il faudrait que tu sortes de ce schéma-là, parce que tu vas travailler, tu auras 50 balais, tu seras seul, et ton côté de performance, il va diminuer, et plus personne ne voudra de toi de la même manière quand tu vas aller en boîte, quelque part. Donc il y a une maturité à acquérir petit à petit. Mais est-ce que quelque part, la société, elle nous amène pas un peu à ça? Tu parles de chosification. Oui. Est-ce que... Alors, on n'est pas un peu, c'est pour tout dans la vie. Depuis tout petit, on va à l'école, il faut qu'on ait des bonnes notes, il faut qu'on soit le meilleur, on pousse un peu à cette performance et à cette personnalisation. On est perso, quoi. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a un domaine dans lequel tout d'un coup, il commence à y avoir une prise de conscience collective. Avant, c'était la morale judéo-chrétienne, puritaine, qui était très austère. La pornographie, c'est une horreur. D'accord? Et c'était vraiment à bannir, c'était l'horreur absolue. Et puis après, c'était mais il faut que la sexualité soit libre, et puis c'est pas un encouragement à vivre le porno, mais le porno était très très présent. Et puis là, tout d'un coup, dans la société, quand je dis dans la société, c'est dans le monde de l'éducation populaire ou l'éducation nationale, on commence à se rendre compte des effets pervers d'une pornographie omniprésente. Pornographie, on en parle là des films, des images, même dans de la publicité ou à la télé, une hypersexualisation, on parle aussi beaucoup. On commence à se rendre compte qu'en fait, cette chosification de pourquoi est-ce que pour vendre des gants, tu as besoin d'avoir une femme toute nue? Quel est le lien entre les gants et une femme toute nue, tu vois? Pourquoi pour une marque de café, tu verras un homme super musclé? Quel est le rapport entre les deux? Donc, on utilise la question de la pornographie, et pornographie, c'est pas que l'acte sexuel, c'est l'image pornographique, quelque part. Donc, il y a une prise de conscience qu'en même temps, il y a aussi beaucoup de travers aujourd'hui. Et que la pornographie, c'est un monde qui n'existe pas. On fait croire que l'acte sexuel, c'est comme ça que ça se fait, alors que ça, ce sont des acteurs qui jouent un rôle. Et eux-mêmes, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits ces derniers mois, années, sur des anciens acteurs de porno qui disent, mais en fait, c'est pas la vraie vie, ça. Ça, c'est joué, il y a de la violence sexuelle, souvent il y a de la maltraitance vis-à-vis des acteurs, il y a de la chosification. La vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et là, on commence à prendre conscience, même particulièrement dans l'éducation, de dire il y a des vrais dangers avec la pornographie. Alors je me réjouis qu'on se rende compte maintenant, en disant ça va avec une hyperviolence. Je te prends un exemple très concret, où des jeunes qui ont 14-15 ans, qui vont vivre leur premier acte sexuel, ils vont tout de suite demander à leur partenaire de les sodomiser. 14-15 ans. Pourquoi?
comment est-ce qu'un enfant de 14-15 ans peut avoir cette idée dans leur tête? C'est-à-dire qu'il est pubère et tac, il se dit, tiens, je vais vivre cet acte-là, parce que il a vu de la pornographie. Et quand il a vu cette pornographie, c'est le mode d'emploi. Parce que souvent, le grand drame, c'est qu'on en parle peu dans les familles. Il n'y a pas de cours d'éducation sexuelle, ni à l'école, ni dans les familles, ni dans les églises. Donc, on n'explique pas comment faire l'amour. Faire l'amour, j'ai dit. Les médias, les écrans, te montrent comment baiser, pas pour comment faire l'amour. Et parce qu'on n'enseigne pas comment ça se construit, cet amour-là, eux vont prendre le film pornographique comme étant un mode d'emploi. Ah, c'est comme ça que ça doit marcher. Bon, alors je le fais comme ça. J'ai une amie qui est médecin, elle disait, c'est impressionnant, des fois, les gens qu'elle a en entretien, sur les questions de la contraception, et c'est des gens qui ont 30 ans, qui ne savent absolument pas comment ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont construit le modèle sexuel uniquement au travers des images pornographiques. Et c'est devenu des références. C'est vraiment des modes d'emploi pour eux. Voilà, donc là, il y a vraiment besoin de déconstruire quelque chose, déconstruire ce baiser, pour construire ce faire l'amour, qui est une construction dans plein de domaines différents. J'aime beaucoup dire, quand je parle justement à des jeunes, le premier acte de faire l'amour à ma femme, c'est quand je lui offre un bouquet de fleurs. Parce qu'au travers de cela, je lui démontre quelque chose, une affection, une volonté de lui montrer mon amour. C'est un acte que je pourrais presque qualifier de sexuel, tu vois. Dans le sens où c'est un acte où on est en train de faire l'amour, de construire de l'amour. Et le sexe fait partie de ça. Mais faire l'amour, c'est comme manger. Manger, c'est pas juste manger mon gâteau au chocolat. C'est prendre le temps de construire quelque chose. Alors, on a bien compris les aspects négatifs qu'il peut y avoir avec le baiser. Maintenant, si on veut terminer sur une note positive, comment, et pour ceux qui sont partisans de faire l'amour, comment est-ce qu'on construit une relation saine ? J'ai envie de dire tout d'abord, avoir en préoccupation l'autre. C'est-à-dire vraiment, le partenaire avec qui on veut construire, c'est un partenaire à qui j'ai envie d'apporter bien avant d'apporter un acte sexuel. Je te prenais l'exemple de ce bouquet de fleurs, mais sortir au restaurant, prendre le temps de parler, d'accord ? Juste de se poser l'un en face de l'autre, aller au restaurant, de discuter ensemble, c'est hyper important. Ça, c'est faire l'amour, en fait. De faire des cadeaux spontanés, pas juste attendre la Saint-Valentin ou l'anniversaire pour offrir un cadeau, la spontanéité. Toutes ces petites choses qui... Là, on est vraiment dans le fleur bleue des films, d'accord ? Oui, que les filles adorent, j'allais dire. Que les filles adorent, aussi, et que peut-être que parfois, les garçons doivent apprendre, et que les filles peut-être doivent réapprendre aussi parfois. Tu vois, c'est ça, pour moi, ce que je disais, cette école de l'amour qui manque aujourd'hui. Alors, elle existe de manière sous-entendue dans les familles. C'est-à-dire que quand tes parents, tu les as vus amoureux se faire ces cadeaux-là, tu es en train de transmettre sans même le savoir à tes enfants quelque chose. Bien sûr. Inversement, quand les parents se déchirent, se crient dessus, voire se tapent ou ne se parlent pas, ils enseignent quelque chose à leurs enfants. Et c'est là où le travail il est, c'est-à-dire d'apprendre. Donc là, on touche à la famille. Cette émission touche aussi à la question de la famille. C'est là où l'éducation commence. Alors des fois, je pense qu'elle devrait être plus formelle. C'est-à-dire que être dans quelque chose de beaucoup plus concret, de dire, prendre ses enfants entre quatre yeux et prendre des fois leur temps, leur dire, par exemple, un garçon, te comporte pas comme les autres garçons. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois, ce que j'ai expliqué. Mais l'exemple souvent est plus fort que même les mots. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la sexualité qu'on choisit ou la manière dont on se relationne, on entre en relation avec les gens, ça ne concerne pas que moi ou la personne, ça peut concerner aussi les gens autour de nous, et nos enfants, mais des fois aussi nos amis. On peut être influencé par le comportement de l'un ou de l'autre. Donc, de se dire, ça me regarde, moi et ma compagne ou mon compagnon, et sa personne ne regarde personne d'autre, non, c'est pas vrai. Et ça commence bien en amont, le fait de se mettre au lit, tu vois. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste, se faire l'amour. C'est pour ça que j'aime pas du tout ce terme de baiser, c'est pour ça que je le prenais en titre provocateur, parce que dans baiser, il y a vraiment ce côté juste très égoïste. Je prends, je me fais plaisir, et puis je me moque de l'autre, des conséquences que ça peut avoir pour lui. Alors que faire l'amour, c'est vraiment un terme que je trouve très très beau, parce il sort même du domaine sexuel, il va beaucoup plus loin quand on le prend de manière littérale. Alors, en une phrase, Philippe, est-ce que tu arrives, si tu ne devais garder qu'un seul conseil, une seule chose qu'il faut retenir de toute cette émission, tu dirais que c'est quoi ? C'est compliqué. Apprenons à faire l'amour, vraiment, avec des choses très simples.
Et soyons patients aussi, parce que c'est une construction qui se fait de petit à petit. Quand je me suis marié, il y a la nuit de noces quelque part. J'ai un ami qui m'avait donné un très bon conseil à l'époque. Il m'avait dit, ça prend du temps quelque part. Et après, ça se bonifie avec les années dans le sens où plus on apprend vraiment à découvrir quelqu'un, et plus cette relation charnelle, sexuelle, elle deviendra intense parce qu'on a appris à connaître une personne. Moins on la connaît, et plus c'est bestial quelque part. Et ce qui est beau, c'est quand c'est vraiment deux êtres qui fusionnent, pas simplement dans leur corps, mais dans leur esprit aussi. Merci, c'est très joli ça. C'est beau et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Baiser ou faire l'amour, je pense que vous avez choisi votre camp. En tout cas, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est une relation épanouie, solide, construite sur quelque chose qui n'est pas que charnel, comme on vient de le dire. Donc, que vous puissiez réfléchir à tout ça. J'espère que ça vous a donné des bases, des petits déclics pour votre vie à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.